Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information continue, Canal 2 Info, où ce matin, nous allons parler du chairman du SDF, Lee John-Fundi, qui a donc décidé de se rendre dans la partie septentrionale du Cameroun, où la secte islamiste et radicale Boko Haram sévit depuis un certain temps à travers des attentats suicides, pour essayer de comprendre véritablement ce qui se passe dans cette partie du Cameroun. Nous parlerons aussi du Nigeria avec ces autres attaques de Boko Haram, avec le bilan qui n'est pas encore connu de façon officielle, mais l'on annonce de nombreux morts du côté de Maïdougouri au Nigeria pour cette autre frappe de Boko Haram. Nous parlerons aussi de la présidentielle au Burkina Faso avec la date des nouvelles élections générales qui est donc connue, c'est le 29 novembre prochain, et bien d'autres informations comme l'escalade de la violence au Burundi. Madame, Monsieur, merci de rester toujours fidèle au programme de Canal 2 Info. Lille Piedjou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin encore. C'est un plaisir que nous retrouvons pour parler de cette sortie politique du chairman du SDF, Lee John-Fundi, qui décide enfin de se rendre dans la partie septentrionale du Cameroun. On peut même dire qu'il va au front. Tout à fait, Louis Roger. Il faut dire que le président national du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition au Cameroun, a décidé de rencontrer les membres de la secte Boko Haram, discuter avec ces derniers. Mais la principale question ici, c'est de savoir comment. Parce que l'ennemi est inconnu, pratiquement invisible. On se demande bien comment est-ce que le chairman pourra rentrer en contact avec ses membres de Boko Haram, même si dans son argumentaire, il précisait que le gouvernement camerounais a déjà eu à discuter avec ses membres présumés de Boko Haram pour la libération de certains otages de ce côté-là. Donc, il a décidé d'aller dans la région de l'extrême nord. Voilà un tout petit peu ce message. C'était dimanche dernier lors de la pose de la première pierre de l'immeuble siège du Social Democratic Front à Bafoussam, précisément dans la région de l'Ouest Cameroun. Il est donc déterminé à aller là-bas et à discuter avec ses membres de Boko Haram. Alors, est-ce que la démarche du chairman du SDF peut apporter une certaine accalmie dans la partie septentrionale du Cameroun? Il reste tout simplement confiant. Le chairman est sûr que sa présence dans la région de l'extrême nord pourra être un début de solution pour ce qui est des attaques perpétrées dans la région de l'extrême nord. Il pense même que sa présence en tant que leader de l'opposition là-bas pourra résoudre un certain nombre de choses. Déjà, voici un petit bout de sa déclaration: que les membres de Boko Haram viennent me voir et poser leurs problèmes, ils trouveront donc des solutions. Vous comprenez que c'est un monsieur engagé, suffisamment outillé, qui sait exactement où est-ce qu'il va, même si au-delà de la rencontre, de la discussion qui est prévue entre les membres avec les membres de Boko Haram, il veut également toucher du doigt les réalités de cette population qui pratiquement ne dort plus, qui est obligée de subir au quotidien les attaques de Boko Haram. D'ailleurs, la dernière attaque, c'était dimanche dernier avec des dizaines de morts, pratiquement 29 blessés. Et le chairman pense qu'il est important pour lui, en tant qu'une voix qui porte dans l'opposition au Cameroun aujourd'hui, de se rendre à l'extrême nord pour pouvoir en débattre. Est-ce qu'il ne serait pas là des prémices pour cette présidentielle qui est annoncée pour 2018 et que le chairman voudrait commencer sa campagne présidentielle par l'extrême nord à travers cet acte que l'on dirait un acte un petit peu courageux? En politique, il faut dire que tout est permis.
tout est permis, tous les jeux sont possibles, même si au fond on peut voir déjà une idée de campagne présidentielle. Toujours est-il, Ni John Frondi précise qu'il va de sa responsabilité en tant que leader de l'opposition au Cameroun de se rendre là-bas. C'est un peu ce qu'on reproche au président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et président de la République, qui depuis ces attaques-là, certains experts, certains politiques pensent que le chef de l'État aurait dû aller à l'extrême nord, vivre le quotidien de cette population-là, rencontrer les militaires engagés au front et le chairman. Si le président national du RDPC ne le fait pas, lui, il le fera. Parce qu'il est très important de savoir exactement ce qui se passe pour pouvoir rendre le message à ses militants et militantes. Là, il parlera avec des sources sûres. Il dira certainement que j'ai essayé un début de solution pour ces attaques perpétrées dans la région de l'extrême nord. Donc, ça peut être une carte. Mais lui, c'est un peu comme un devoir. C'est un peu comme un devoir. On espère bien évidemment que le chairman du SDF, Ni John Frondi, rentrera certainement avec de très bonnes résolutions et que les populations de la partie septentrionale pourront désormais vivre en paix. Peut-être que c'est à la suite de son entretien avec l'ambassadrice de France au Cameroun qu'il a eu également cette autre idée. On peut le dire aussi. Tout à fait. Il faut dire que les deux personnalités ont passé pratiquement 2 jours ensemble. Et vous savez que la question sécuritaire au Cameroun, c'est d'actualité. Au fait, les questions de sécurité sont des questions d'actualité. Et Robichon et Ni John Frondi ne peuvent pas se séparer sans évoquer cette situation-là. Donc certainement qu'il a le soutien de la France via l'ambassadrice de France au Cameroun. Également, lors de leur discussion à la résidence de France à Yaoundé avec le président François Hollande, certainement qu'on a pensé qu'on pouvait, avec le chairman, gérer un tout petit peu cette problématique, même si, moi, la véritable question, c'est de savoir comment est-ce que le chairman pourra rencontrer ses membres pratiquement inconnus, parce qu'on a engagé une guerre contre des personnes qu'on ne maîtrise pas, on n'identifie pas, on ne sait pas qui est Boko Haram, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui. Et on se souvient avec le président de l'Assemblée nationale qui avait dit qu'on a des membres de Boko Haram parmi les parlementaires au Cameroun, donc ça peut être n'importe qui. Maintenant, est-ce que Ni John Frondi a des sources? Est-ce qu'il sait exactement dans quelle localité de la région de l'extrême nord se trouvent ces membres de Boko Haram? Est-ce qu'il a l'identité de certains membres de Boko Haram? Mais toujours est-il, on attend ce déplacement très annoncé du chairman de ce côté-là. Et on espère que c'est une descente qui ne va pas accoucher d'une souris. On espère un chairman qui reviendra et nous dira, voilà, j'ai rencontré les membres de Boko Haram, c'est X et Y, voici leurs problèmes, voici leurs revendications. Et il a même précisé que, est-ce que les membres de Boko Haram là ont un problème avec Ni John Frondi, que ces gens-là viennent me dire et on pourra gérer. Donc, on a l'impression que Ni John Frondi sait exactement de quoi il parle, il sait exactement où il va et il reviendra certainement avec de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles. On attend. Merci Lille Piedjou. On attend bien évidemment de voir le chairman organiser peut-être une conférence de presse ou un grand meeting pour nous parler de cette aventure septentrionale. Merci d'être venu et très bonne journée. Très bonne journée, Louis Roger. On retrouvera les téléspectateurs demain avec beaucoup de plaisir. Merci. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour ouvrir la page consacrée à la politique africaine et internationale. Retour sur le plateau de la matinale de l'information sur Canada Info. Si vous prenez ces l'antenne, rien ne va plus du côté du Burundi où on a enregistré ces jours près de 6 morts dans des affrontements entre la police, les milices et la population, avec bien évidemment un caméraman de la télévision nationale qui a été assassiné avec son épouse et ses enfants. Il faut dire, Patrick Christian Dobo, que rien ne va plus au Burundi.
depuis que le président Pierre Nkurunziza a été élu le 21 juillet dernier comme président de la République pour un troisième mandat, un mandat déjà controversé. Oui, Louis Roger, on dira d'abord, vous me permettrez de dire bonjour à nos téléspectateurs et à vous-même aussi. C'est clair que ce troisième mandat de Pierre Nkurunziza du côté du Burundi n'a pas encore cessé de faire couler, n'est-ce pas, du sang du côté du Burundi. Assassinat entre camps opposés, on en compte du côté du camp présidentiel comme du côté de l'opposition. C'est triste, notre confrère Christophe Zeribaïzi a lui aussi trouvé la mort en compagnie de son épouse, leur fille âgée de 16 ans et un autre jeune garçon qui les accompagnait dans cette escalade qui a eu lieu dans le quartier 3 de Nagara, c'est à Bujumbura. On vit ces scènes-là, vous l'avez précisé, depuis finalement, avant même d'abord la campagne électorale, pendant le processus, le scrutin lui-même, et après ce processus, le Burundi, on va dire, n'est pas très loin d'une escalade. On a ces assassinats-là, on a finalement des influences, on a des affrontements. Donc c'est une espèce de chaos qu'on vit quand même si on peut reconnaître que le camp présidentiel continue de tenir la barque, mais dans une espèce de confusion qui ne laisse pas présager une accalmie, tout au moins dans les jours à venir. Et comment cela va se passer? On a déjà un rapport des organisations internationales qui indexait, n'est-ce pas, le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza qui estime aussi que ces organisations-là sont tout à fait partisanes et ne prennent pas en compte les assassinats qui sont aussi comptés, n'est-ce pas, comme étant finalement diligentés par des insurgés, des rebelles parfois non identifiés, quelques-uns qu'on dit proches, n'est-ce pas, des membres de l'opposition. Ce n'est pas bon signe de voir ce qui se passe au Burundi et on va toujours regretter cet entêtement parfois de quelques leaders à vouloir se maintenir au pouvoir. C'est vrai qu'on peut le dire pour le cas de Nkurunziza, mais à côté, il faut reconnaître que l'opposition, et notamment ceux qui créent aussi ces assassinats-là, pour lesquels on dénombre aussi des acteurs du côté du camp adverse, ne sont pas des enfants de cœur. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de ces confrontations, de ces morts qui sont comptés, c'est les populations qui vivent dans une espèce de psychose. Et ça n'est pas pour faire du bien au Burundi qui est en passe finalement de se voir perdre des avoirs, des investissements et de transformer un pays qui aurait pu avoir des atouts de développement, n'est-ce pas, au regard de la proximité avec le Rwanda, qui lui connaît quand même une croissance économique. Le Burundi qui est donc en passe de devenir plutôt un État non fréquentable où il n'est pas prudent et sécurisant de se rendre. Voilà. Elie Smith, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quand même une situation assez préoccupante au Burundi, avec cette escalade de la violence. Aujourd'hui, on dénombre près de 130 cas d'assassinat, pour ce qui est, n'est-ce pas, des 3 derniers mois, avec près de 3000 personnes interpellées. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces situations va perdurer ou Pierre Nkurunziza pourra adopter une mesure immédiate pour essayer quand même de mettre un terme à cette série d'assassinats? Non, Pierre Nkurunziza n'a pas de chance parce que c'est lui qui est l'architecte du chaos qui est présent au Burundi. Parce que les Africains et les gens de l'Afrique centrale en particulier doivent apprendre à respecter la Constitution. Et se mettre à défier la communauté internationale, on la paye cher. Pour ceux des autres chefs d'État africains, par exemple, on parle de la République démocratique du Congo ou du Congo-Brazzaville, c'est un message clair. Quand vous allez défier la communauté internationale, vous allez payer cher parce que ça ne sert à rien de violer impunément la Constitution. Et je crois que ce que beaucoup des Africains vont toujours maintenant, je comprends une certaine nouvelle idée des intellectuels africains que je pense qu'ils sont malhonnêtes et que ils disent que c'est l'influence occidentale. Mais je n'ai pas encore vu un intellectuel africain produire une idée, un gouvernement africain pur. Par exemple, si vous êtes ici au Cameroun, vous allez au pays Bamileke, il y a la royauté Bamileke, que les gens viennent de l'Europe, ils viennent visiter. Ou quand vous allez dans les Lamidas du Nord, personne n'y conteste. Alors, quels sont ces soi-disant intellectuels africains que je suis souvent ici qui veulent venir justifier le changement de la Constitution? Il fallait qu'ils produisent une Constitution purement africaine ou purement camerounaise. Là,
on ne peut pas contester. Mais quand vous allez prendre la constitution française, vous prenez la constitution américaine et vous ne voulez pas faire comme eux, parce que vaut mieux avoir le coca que le coca light. On ne peut pas apprendre un faux truc. Donc moi je crois que Pierre Nkurunziza, c'est lui l'architecte et je n'ai pas de sympathie pour lui. Donc, il a cherché, je crois qu'il est en train de mettre ce pays au chaos et ça serait intenable et il ne va pas... Je crois que malheureusement, comme Christian l'a dit, on risque d'avoir une guerre civile et c'est ce que lui il veut, mais la communauté internationale ne va pas accepter parce qu'à un certain moment, ça ne, il y aura deux choix, soit il va démissionner, soit il va voir un peu ce que les gens qui sont têtus méritent. Eli Smith. Alors, Patrick Christian, il y a quand même cet accord de 2000 d'Arusha, accord de paix d'Arusha en Tanzanie qui n'a pas été respecté jusqu'ici, où il était question, par exemple, d'intégrer les rebelles Hutus dans une armée en majorité Tutsi, et ce qui aujourd'hui est comme cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour Pierre Nkurunziza de respecter ces accords de paix d'Arusha en Tanzanie de 2000? Mais vous avez touché dans le mille, lui, Roger. Ces accords de Arusha sont véritablement la paume de discorde qui avait déjà fait soulever les tensions, les pics de tension du côté du Burundi, avant même l'annonce, n'est-ce pas, de l'intention de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat qui, au regard, n'est-ce pas, de l'interprétation de ces accords d'Arusha, ne le lui permettait pas. Vous vous souvenez que le camp présidentiel avait émis comme argument que le premier mandat de Nkurunziza était un mandat de transition et donc ne pouvait pas être compté comme étant son premier mandat. Donc les arguments ont été développés de part et d'autre des différents camps, mais ce qui est certain, c'est que on a l'impression qu'il y a eu quand même un vide d'interprétation au niveau de certains points de ces accords de Arusha. Et vous savez, la tentation du pouvoir est telle que dès qu'on a une petite faille, même toute petite, on s'y accroche. Malheureusement, Eli Smith le disait, c'est comme une particularité des pays de l'Afrique centrale. Et cela s'est vérifié au Burundi. À quelques encablures du Burundi, le Rwanda est en passe de le réussir avec un peu plus, on va dire, de facilité, parce que Paul Kagame tient bien les rênes là-bas. Et en sa faveur, il y a quand même que le Rwanda sort de loin, avec un développement économique, une croissance qui, il me semble, a fait quand même baisser les tensions de ce côté-là, mais c'est les mêmes ingrédients. Et donc, vous allez vous rendre compte que Nkurunziza aurait réussi dans sa tâche s'il avait finalement un résultat économique comparable à celui de Kagame. Vous voyez que le Congo Kinshasa est dans les difficultés parce que la répartition des richesses est, on va dire, pas tout à fait perceptible là-bas. Donc, c'est la famine, les rancœurs et les frustrations des populations qui, finalement, permettent d'avoir un regard très ouvert sur les questions de maintien et d'alternance au pouvoir. Donc, aujourd'hui, ils payent les frais. Vous voyez, au Cameroun, au moment où on a modifié la Constitution, c'est vrai qu'il y a eu la grève de la faim avec quelques connotations politiques, mais regardez la cartouche que le président et l'équipe du président Biya avaient sortie. Il y a eu des solutions qui vont dans le sens de tranquilliser les attentes par rapport aux questions de faim, de famine et de pauvreté. Donc, même si on peut questionner l'implémentation effective de ces décisions-là, mais les effets d'annonce ont eu immédiatement comme étant contrefait de calmer les tensions de ces populations. Donc, pour revenir aux accords de Arusha, on va simplement dire qu'il y a eu comme une espèce de vide d'interprétation sur certains points, notamment cet article lié au nombre de mandats. Et deuxièmement, est-ce que Pierre Nkurunziza avait l'intention depuis Arusha de se maintenir? Quand on regarde le développement des choses, on peut dire que son camp et lui ont dû sentir que ça, c'est une faille qu'il va falloir exploiter dans un mandat. Ils ont laissé libre cours jusqu'à ce que, finalement, l'opportunité se présente. Donc, il me semble qu'il y a quand même une intention qui relève depuis même ces accords de Arusha et que, partant de Arusha, certainement Nkurunziza et ses équipes avaient l'intention d'en arriver là. Alors, Eli Smith, il était également question, parce que vous parliez tout à l'heure de la communauté internationale, quand même que Pierre Nkurunziza, même bien qu'étant élu président de la République, puisse quand même intégrer l'opposition dans son gouvernement, qui puisse avoir une répartition assez équitable des postes ministériels. Mais on s'est rendu compte qu'il n'a pris que Agathon Rwasa, qui est le président leader de l'opposition, pour le nommer comme vice-président à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela
ne fait pas partie des frustrations que l'on observe aujourd'hui? Oui, c'est aussi une partie des frustrations. Agathon Rwasa a accepté parce que lui-même, il a vu qu'au sein même du Frodibou, de l'opposition armée ou non armée, il n'avait plus de légitimité. Et il a vu aussi son âge. Et le gars a joué sa carte personnelle. Et c'est l'erreur que M. Nkurunziza a fait. Je crois que Nkurunziza a cru que parce qu'il a un contingent des troupes burundais en Somalie, ça va lui permettre ou avoir un soutien de la communauté internationale. Et puis je pense aussi qu'il a mal vu les appréciations de Yoweri Museveni, qui est un grand stratège de l'Afrique de l'Est. En ce qui concerne les accords d'Arusha, c'est très clair. Même les intégrations de l'armée ou des forces rebelles Hutus au sein de l'armée qui était à prédominance Tutsi est déjà réussi. Ce qui a fait qu'il fallait qu'il respecte les accords. De l'autre côté, s'il ne pouvait pas respecter les accords, si sur le plan économique, comme Christian a dit, c'était bien, vous savez, il y a quelqu'un dans ce monde, il s'appelle Lee Kuan Yew. Il était le président de Singapour. Il a gouverné le Singapour pendant 50 ans. En 50 ans, il a changé ce pays qui est devenu l'un des pays les plus riches au monde. Vous savez, l'homme veut manger. Ce problème de démocratie, c'est bien, mais s'il avait réussi, ça devait peut-être atténuer. Mais c'est la même chose qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est encore plus pire en République du Congo. Parce que quand vous avez une même famille qui s'accapare du pouvoir, voilà pourquoi il doit y avoir. Donc la seule solution est de respecter les règles de jeu, n'est pas la changer en cours de jeu. Voilà, merci pour cette concision et cette précision. Alors parlons tout de suite de cet attentat suicide de Boko Haram au Nigeria, à Maïdougouri, qui ça devient pratiquement une tradition, Patrick Christian Dobo, où des explosions se multiplient à des fréquences régulières. On se rappelle que le 20 septembre dernier, pratiquement 117 morts. Même si de sources officielles, on n'a pas encore le nombre de victimes, il faut quand même dire au regard des informations qui nous parviennent qu'il y a quand même de nombreuses victimes. Oui, lui, Roger, vous savez, on finit par trouver même banal ces différents attentats qui portent quand même atteinte à des vies humaines et qui jettent dans finalement l'effroi, dans cette partie du Nigeria, encore que ça n'est plus le cas seulement du nord-est du Nigeria. On en a dénombré récemment à Abuja. Les grandes villes sont aussi touchées. Le Cameroun paye les frais, n'est-ce pas, de sa proximité avec cette zone. Il y a aussi le Tchad qui en pâtit, le Niger. Finalement, Boko Haram, que quelques-uns ont au fait d'appeler maintenant l'État islamique, est en train de s'aimer la terreur, n'est-ce pas, dans cette zone qui entoure l'espace du lac Tchad. Dès que vous avez parlé de ces attentats de Maïdougouri, cette triple explosion, on va revenir sur cet attentat de dimanche, n'est-ce pas, du côté de Kalangeri, dans le nord du Cameroun, l'extrême nord du Cameroun. On va revenir aussi sur ce double attentat, n'est-ce pas, qui a eu lieu au Tchad. Mais moi, je voudrais qu'on revienne, quand on évoque ces attentats, sur cette récente publication de l'armée nigériane. Ces bombes, la sous-munitions, n'est-ce pas, retrouvées dans les caches d'armes de Boko Haram, de fabrication française, qui relance quand même encore le débat, n'est-ce pas, de l'origine, n'est-ce pas, des armes et des explosifs qu'on retrouve finalement à Boko Haram. Vous vous rendez compte que c'est des bombes qui finalement pèsent dans les 280 kg, qu'il faut transporter dans des conteneurs de plus de 3 mètres, 4 mètres environ. Donc, difficilement dissimulable. Même si chacune de ces bombes a environ 151 unités en termes d'explosifs, qui pèsent dans les 3 kg, il faut reconnaître qu'on se pose effectivement la question de savoir comment est-ce que Boko Haram se retrouve avec autant de matériel? Parce que avant de les disséquer pour avoir chacune des 151 parties, il faut d'abord transporter ces bombes qui étaient, on va dire, réservées dans les caches armes, n'est-ce pas, de l'armée nigériane, même si quelques-uns peuvent dire que Boko Haram aurait récupéré ça lors des attaques menées dans les bases militaires. Mais il a fallu les transporter, il a fallu la technique et l'expertise pour les sectionner et avoir des mini-fragmentations. Donc, c'est des bombes à fragmentation qui finalement peuvent atteindre à une sphère de 50 mètres. Donc, on retrouve donc en majorité ces bombes-là dans les camps de Boko Haram, avec la montée en puissance de l'armée nigériane qui finit par récupérer, n'est-ce pas, des territoires et des bases que Boko Haram avait saisies.
on commence à découvrir ces bombes-là et cela relance justement cette origine, n'est-ce pas, de l'armement de Boko Haram. Et on ne va peut-être pas faire de procès à l'immédiat, mais on est en droit de s'interroger sérieusement sur le type de guerre et les alliés que ces pays qui font face aujourd'hui à Boko Haram ont. On ne peut pas s'imaginer qu'on a des alliés qui prétendent, soutiennent et affirment mordicus nous accompagner dans ce combat. Et puis d'un côté, qu'on retrouve de telles situations. C'est quand même inquiétant, lui, Roger. Peut-être c'est pour ça que Mouhamadou Bouhari récemment a d'ailleurs demandé à mis sur pied une commission d'enquête pour véritablement avoir une idée assez précise sur les factures et les contrats d'achat d'armes, etc. Certainement pouvoir avoir une traçabilité sur les orientations données à ces munitions et autres. Alors aujourd'hui, on se rend compte quand même que malgré toutes les stratégies mises sur pied pour contenir ces menaces Boko Haram, il y a quand même que ces personnes-là réussissent toujours à s'infiltrer, à trouver des petites failles pour porter atteinte à des vies humaines. Alors si on vous demandait aujourd'hui, Elismi, de trouver une stratégie, vous n'êtes pas un général d'armée, mais une stratégie pour quand même contenir Boko Haram, parce qu'on sait qu'ils utilisent ces armes surtout de fabrication artisanale. Alors, est-ce qu'il faut aller dénicher les fabricants ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on mette quand même un terme à ce carnage? Non, ça serait difficile. Je crois que hier, nous avions parlé ici, dans la Ouma de Boko Haram, on ne peut pas refuser. Elle a maintenant devenu, elle a monté d'un cran parce que Boko Haram a deux gros artificiers, deux gros stratèges de la guerre asymétrique. Ce n'est plus Abubakar Shakau, bien sûr que c'est une bonne figure de relations publiques. Et je pense, oui, donc, quand vous avez un homme comme Khaled Barnaoui et vous avez Mahamad No, vous devez savoir que vous devez vous attendre à toute cette action qui se met. Donc, c'est maintenant de nous réadapter. Et si ça se fait beaucoup à Maïdougouri et puis en banlieue de Abuja, c'est parce que le président nigérian a décidé, contrairement à Goodluck, qu'il faut ouvrir les corridors et qu'il ne faut plus mettre comme barricader les grandes villes. Non, il faut qu'il y ait une circulation parce qu'en termes économiques, ça crée beaucoup de problèmes pour le Tchad, pour la partie nord-est du Nigeria, parce qu'il y avait deux visions de choses. Pendant le règne de Goodluck, Goodluck avait dit, bon, le nord-est du Nigeria n'est pas viable économiquement, on peut la considérer comme les Indiens font avec la région Bodo qui est face au Bangladesh, donc on laisse. Il y a une guérilla là depuis 1960, ça ne sert à rien. Mais l'autre monsieur est venu, il a dit, on peut le laisser, mais ça crée des problèmes à nos voisins. Donc, et puis en termes économiques aussi, et même l'image du pays. Donc je pense que la stratégie est d'abord la communication, le partage d'informations sous-régionales entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad. Et aussi, nous attendons la publication de cette commission d'enquête au Nigeria. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont déjà les noms et les sources d'approvisionnement. Est-ce que le Nigeria aura le courage de nous donner ces noms-là? C'est ça le problème. S'ils ont le courage de nous mettre le nom sur le marché, donc c'est là où on saura qui sont nos amis et qui ne sont pas nos amis. Et même d'autres chefs d'État qui se passent pour des grands guerriers, on saura aujourd'hui les rôles de tout un chacun dans ce conflit. Donc vous voulez dire certainement qu'il y a des gens qui nous aident de jour et la nuit sont donc nos combattants. C'est clair, lui, Roger. Loin de nous l'intention d'avoir finalement un verdict définitif. Il faut dire que ces éléments évoqués par Ellie Smith et même cette publication de l'armée nigériane qui a quand même rendu public, n'est-ce pas, ces trouvailles-là, démontrent tout au moins deux choses en attendant que quelques-unes ne soient clarifiées. Soit, à l'intérieur de l'armée nigériane, on a des complicités qui ont facilité l'accès de Boko Haram à ces matériels, soit directement Boko Haram les aurait eus par des connexions externes, peut-être la déstabilisation du Sahel, et pourquoi pas les fabricants. On voit l'entreprise de Marta en France, la même entreprise déjà impliquée dans quelques trafics d'armes qu'on a souvent cités au Gabon, en Angola, et ainsi de suite. De toutes les manières, il va falloir que la vérité soit faite sur l'approvisionnement en armes de Boko Haram. Quoi qu'on dise, si elle s'approvisionne, même si elle a des experts, comme le dit Ellie Smith, il faut former les autres. Et même ces experts-là,
doivent avoir des connexions, peut-être avec le califat de l'autre côté, peut-être avec l'Afghanistan, mais aussi avec le fabricant. Le fabricant reste le principal formateur, n'est-ce pas, du matériel qu'il fabrique. Et on se rappelle bien que lorsque le Nigeria a acheté les Alpha Jet en 1980, qui correspond à la période où ces bombes avaient été aussi vendues, il a fallu que le Nigeria déploie, n'est-ce pas, des éléments en France pour être formés longuement. Et donc, il y a beaucoup d'interrogations autour de cette question. Beaucoup d'interrogations autour de cette action de Boko Haram et bien évidemment de son approvisionnement en armes de guerre et surtout des armes stratégiques et sophistiquées. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour ouvrir le dossier de la présidentielle. Nous parlerons de la présidentielle au Burkina Faso et bien évidemment en Guinée-Conakry. Pour ouvrir cette page consacrée à la présidentielle. Alors, Elie Smith, ça va certainement vous faire plaisir, je ne sais pas, parce que Sidya Touré, qui était pour vous le maître faiseur de roi, a jeté l'éponge. Je ne sais pas si vous avez l'information. Oui, ben bon, oui, ça m'a un peu attristé, mais bon, je trouve que peut-être c'est loyal de sa part de dire, écoute, je jette l'éponge, mais pour moi, je crois qu'on a toujours dit ça ici, je crois que ce qui m'énerve avec beaucoup de quelques politiciens africains est, dès le début, il faut dire non. Il faut dire non. Non, d'accord, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Parce que quand vous participez, vous donnez l'espoir aux gens et puis à la fin, vous les décevez. Moi, je trouve que, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Sidya, donc je n'ai pas beaucoup de grandes choses à dire, je suis déçu. Alors, Patrick Christian d'abord, il parle de cette communauté internationale qui est inexistante, donc certainement la communauté internationale s'est plutôt liguée du côté du parti au pouvoir et a complètement abandonné l'opposition. Oui, c'était la grande plainte de Sidya Touré, mais il faut dire que cette communauté internationale a quand même revu sa position. Hier, dans une sortie officielle, elle a quand même reconnu qu'il y avait beaucoup, finalement, d'incongruités ou alors de griefs qu'on pouvait finalement reprocher, n'est-ce pas, au processus en lui-même. La CNI est regardée finalement avec beaucoup de pincettes. On dit que le processus de centralisation ne se passe pas dans de très bonnes conditions, c'est lent. Elle annonce les résultats pour jeudi ou vendredi. Les 7 candidats de l'opposition ont annoncé qu'ils allaient rejeter les résultats. Donc finalement, on peut dire que Sidya Touré veut rester dans une logique intellectuelle, même si on peut déplorer le fait qu'ils aient accepté d'aller à un processus électoral en étant conscient de ce qu'il y avait de nombreuses griefs qui avaient été détruits. Parce que malheureusement, les Guinéens pourraient même finalement s'offusquer et se révolter contre les leaders de l'opposition. Ça coûte de l'argent aux contribuables, ça mobilise et paralyse le pays d'organiser un processus électoral. À quoi bon le faire quand on a les critères qui finalement ne sont pas adéquats pour permettre de crédibiliser et de donner assez de légitimité à celui qui peut être élu comme président. Mais si je pourrais rassurer un peu Elie, c'est vrai, Sidya Touré jette l'éponge, c'est à titre individuel, mais il me semble que c'est un fin stratège. Il me semble que c'est un fin stratège. Il jette certainement l'éponge par rapport à toutes les revendications et à sa candidature personnelle, mais il n'en demeurera pas moins faiseur de roi, parce qu'il a quand même un électorat. Imaginez-vous qu'il y ait un deuxième tour. Il va falloir donc les uns et les autres viennent à la source de son électorat. Et certainement son mot ou ses attitudes vont compter. Donc, Elie peut être rassuré que dans le cas d'un deuxième tour, il sera véritablement le faiseur de roi de ce côté-là. Il y a également un autre problème que je voudrais que l'on relève ici et qui est typiquement africain, c'est le temps, le délai que l'on met généralement pour publier les résultats d'une élection. En Afrique, il faut toujours attendre 1 semaine, 2 semaines. Et pourtant, la technologie aujourd'hui nous permet qu'à 18 h, que l'on puisse faire comme en Europe ou en France, parce qu'on aime bien la France, avoir les résultats de la présidentielle. Pourquoi ça dure tant?
Ce temps de tripatouiller, de fabriquer le candidat? Oui, ça dure parce que dans beaucoup de pays, en particulier des pays de l'Afrique francophone, on a vu au Nigeria, les élections sont sorties en 72 heures hein, parce qu'on a essayé de moderniser. En fait, ça se passe pour le tripatouillage parce qu'il faut changer des trucs, parce qu'il faut la centraliser. Donc, comme beaucoup des élections qui sont organisées dans nos pays sont des élections frauduleuses, les gens qui sont souvent élus ne sont même pas les gens que la population a élus. Donc, voilà la raison pour laquelle on traîne pendant une semaine. Ça n'a plus de raison. Auparavant, on pouvait dire que oui, il y a des problèmes de route. Mais aujourd'hui, on a des téléphones portables. Si dans chaque bureau de vote, il y a des observateurs, ils sont capables, dans les 60... Même là, le même jour, d'abord, les tendances, on peut les savoir. Donc, ça se fait parce que dans nos pays, beaucoup de nos chefs d'État ou des gens qui gouvernent, souvent on accuse des chefs d'État. Ce n'est pas uniquement ces chefs d'État, souvent c'est des gens qui sont tout autour, l'entourage du chef d'État. Parce que les gens voulaient protéger leur beefsteak. Exactement. Vous rappelez-vous, si vous lisez Abdou Diouf a dit quand il a perdu en 2000, il n'a pas dit à sa femme, il n'a pas dit au ministre de l'Intérieur, il a directement appelé Abdoulaye Wade pour concéder la victoire. Vous savez, donc il ne savait pas là dire que nos chefs d'État, on peut souvent les accuser de tous les péchés, mais souvent, c'est l'entourage qui les tue, en particulier les entourages qui se disent intellectuels. Parce qu'on a un problème ici en Afrique, en particulier en Afrique francophone, tu ne peux plus parler aux gens, il va te dire qu'il est docteur en ceci, il est docteur en cela, et pourtant, dans la réalité, ils n'ont aucune posture d'un intellectuel, parce qu'un intellectuel, au moins, doit avoir le courage de dire la vérité. Alors, Patrick Christian, d'abord, on va attendre encore peut-être pour 2-3 jours, afin d'avoir même pas les résultats, mais les tendances. Mais en tout cas, la CENI du côté de la Guinée-Conakry a annoncé pour demain jeudi, ou vendredi au plus tard, les résultats de cette élection-là. On va attendre de ces résultats-là. On saura si un deuxième tour aura lieu et qui seront éventuellement les candidats du deuxième tour. On se pose bien la question de savoir quelle sera finalement la position de l'opposition qui a annoncé ne pas reconnaître ces résultats au cas où un deuxième tour se profile à l'horizon. L'opposition acceptera-t-elle, dans ce cas-là, d'aller au deuxième tour avec un candidat qu'elle devra supporter? Donc, on attend de voir, mais il me semble que l'opposition sera davantage radicalisée si, éventuellement, une victoire du candidat sortant, Alpha Condé, est prononcée dès le premier tour. Alors là, je crains bien que ça va devoir s'embraser du côté de la Guinée-Conakry. Alors, on semble quand même avoir pris conscience du côté du Burkina Faso. Les candidats sont retrouvés, les candidats présidentiels sont retrouvés et ont accepté une date. Hein, on décide donc d'arrêter une date commune pour les élections générales, c'est le 29 novembre. Alors, comment appréciez-vous quand même cette attitude de l'opposition au Burkina qui décide quand même de façon consensuelle d'arrêter une date que le conseil ministériel devra entériner? Comment analysez-vous, appréciez-vous cette autre sortie de l'opposition burkinabé? Bon, on peut dire certainement et d'emblée, lui, Roger, qu'on n'aurait pas imaginé que le Burkina allait courir vers une élection présidentielle, celle qui était prévue le 11 octobre dernier, sans quand même faire un état, même sur le plan du choc émotionnel. On avait besoin de souffler un peu avant de se remettre sur les rails. C'est un point de vue et une analyse qu'on a toujours faite, même si on peut quand même un peu s'offusquer de ce qu'on a l'impression que la transition prend beaucoup de choses à la fois. Il va falloir peut-être que la transition fasse le choix des orientations liées au mandat qui est le sien et puis laisser la responsabilité au président qui sera élu légitimement de venir régler certains problèmes fondamentaux qui vont lui être posés et qui sont déjà posés, et cette fois-là avec la légitimité et toute la légalité qui lui sera conférée à partir des urnes. Donc c'est peut-être le seul bémol qu'on peut mettre, une date pour novembre, le 29, comme cela est annoncé. Ça n'est pas trop tôt, ça n'est pas non plus très éloigné. Il faudra seulement revoir les structures, les mécanismes à mettre en place pour que tout le processus sur l'ensemble, n'est-ce pas, du Burkina Faso, qui n'est pas que Ouagadougou, la capitale, puisse être respecté, les bureaux de vote, les participants et cette question de la réalité des candidatures. Donc, en attendant que le Conseil des ministres confirme aujourd'hui, ou en tout cas entérine cette date,
il me semble que c'est bien parce que le Burkina Faso a besoin rapidement de tourner la page, n'est-ce pas? Non seulement de cette transition qui dure quand même déjà depuis octobre 2014, mais ensuite de ce coup d'État manqué du 17 septembre dernier qui avait donc finalement repoussé ou bien renvoyé à une date ultérieure l'élection qui était prévue le 11. Mais à côté, il faut dire que, Louis Roger, si vous me permettez, on a quand même, c'est de ça que je parlais quand j'évoquais cette volonté du pouvoir de transition de vouloir embraser tout. On a la publication du rapport balistique, n'est-ce pas, et de l'autopsie de Thomas Sankara, qui finalement ramène encore, on va dire, des greffes de vengeance, de frustration. Pas que c'est un problème qu'il ne va pas falloir résoudre, mais l'opportunité par rapport à l'urgence de la question de la légalité et de la légitimité de celui qui va conduire au destiné du Burkina Faso. Il me semble qu'à ce niveau-là, on a quand même une espèce de confusion, ça va aller dans tous les sens, et ça peut même influer sur le déroulement de cette élection, où les gens peuvent voter par passion, beaucoup plus que par rationalité, pour l'intérêt du Burkina Faso. Alors, Élysée, moi je pense que c'est, pour chuter sur les propos de Patrick Jean Debord, que c'est simple, c'est que certaines personnes recherchent, parce qu'on a quand même Benedoué Sankara qui peut déjà, à travers ce rapport d'autopsie, avoir une marge suffisante pour espérer être élu président de la République. Exactement ce que je pense. Je pense que vous ne devez pas aussi oublier que le chef de la transition, bon, c'est Kamfando, mais le Premier ministre, c'est Zida. Beaucoup de gens là viennent du RSP, ceux qui ont tué Thomas Sankara. Donc je pense que c'est une manière aussi de se dédouaner. Et puis aussi de faciliter, de voir. C'est un peu comme le cas de Alpha Condé en Guinée. Voilà quelqu'un qui n'a pas gagné les élections. Bon, il a gagné, comme on a vu, il est sorti avec 18 points au premier tour. Et au deuxième tour, miraculeusement, il a grappillé des points. Parce que les gens se sont dit, voilà un homme qui a été à l'opposition depuis 30 ans. Voilà, donnons-lui cette faveur. Je pense aussi c'est une manière de vouloir dire, écoute, nous avions tué Sankara, laissons un frère ou une famille de Sankara revenir au pouvoir. Et puis, ça ne serait pas facile pour lui parce que l'héritage du Burkina Faso, avec ce que vous avez dit, il y a tellement de choses à faire, donc ça ne serait pas facile. Donc, voilà ce que je pense. Voilà, merci M. Dan pour ces compléments d'information. Mais je voudrais qu'on sorte rapidement avec cette actualité internationale au sujet de cette crise palestino-israélienne qui dure quand même depuis longtemps. Alors, Elie Smith, est-ce que cette crise va un jour s'arrêter? Bon, c'est difficile de s'arrêter, mais je pense qu'on n'a pas assez du temps. Tout a été faussé en 1948. Et je sais que, bon, la Palestine, pour beaucoup de personnes, les gens aiment beaucoup, mais c'est la faute des États arabes en Palestine de refuser la partition. Et maintenant, quand on revient, les accords de Oslo en 1993, que Yasser Arafat avait aussi boudé, c'est ça le problème. Mais je pense aussi qu'il faut que les Israéliens apprennent à faire des concessions. Il faut des concessions et qu'il faudra que les États-Unis s'y mêlent. Parce que le seul acteur majeur de la sous-région qui est respecté, c'est les États-Unis. Mais nous avions l'impression que les États-Unis se distancent un peu pour regarder ce qui va se passer et puis après venir. Alors, Patrick Jean Debord, Benjamin Netanyahu et son éternel challenger Mahmoud Abbas, est-ce que ces deux hommes politiques vont un jour se retrouver, fumer le calumet de la paix et, disons, mettons quand même un terme à ce conflit qui dure quand même depuis plusieurs années? Mais vous savez, les gènes qui retiennent finalement ces deux leaders que vous citez ne dépendent pas d'eux. Ils ont névralgiquement les positions que leurs prédécesseurs ont prises. Et c'est là où je suis d'accord avec Elie que finalement le gâchis des accords de Oslo aurait été une porte de sortie, au-delà du fait même que tout avait été tronqué en 1948. Vous savez, la guerre des 5 jours avait donné quand même une possibilité aux États arabes de se positionner dans une espèce de consensus, bien que Israël était en position de force après avoir gagné. Et aujourd'hui, quand on fait un regard rétrospectif sur le fait que les accords d'Oslo, malgré toute l'implication, n'est-ce pas, de Clinton, qui voulait en faire finalement son trophée pendant son mandat. Et on est bien malheureux quand on voit aussi tous les efforts qu'une personnalité comme Shimon Peres avait fait pendant son mandat. Il a d'ailleurs été prix Nobel de la paix
pour essayer de faire des concessions. On avait quand même en ce moment-là observé un ralentissement de l'avancée de la colonisation, de la construction dans les territoires palestiniens. Et puis on se dit, les Palestiniens ont certes subissent peut-être le martyre d'un certain nombre de violences, mais ont loupé le compte sur beaucoup de possibilités de pouvoir finalement même amorcer une esquisse de paix avec Israël. C'est vrai qu'il n'y aura jamais de paix où vous avez la partie en face qui vous sert de tout. Et dans ce contexte-là, on sait véritablement que les États-Unis sont un allié fondamental d'Israël et que les États-Unis, au regard de leur engagement militaire sur certaines fractions de la planète, à un moment donné, ont voulu un peu prendre du recul par rapport à cette position vis-à-vis d'Israël qui leur valait le courroux du monde arabe et du monde islamique qui finalement attaquait de tous bords les intérêts des États-Unis. Donc aujourd'hui, la position américaine est centrale, mais il faut reconnaître que la question Israël et Palestine est véritablement la confrontation entre les deux grands blocs religieux du monde, c'est-à-dire que le monde islamique et le monde chrétien. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour poursuivre cet échange. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu. Nos programmes se poursuivent, ne zappez pas.